Chers amis, bonjour. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui donc à la non-question par excellence, qui est la question de l'âge de l'univers. 5775 ans à l'heure où j'enregistre ce cours, ou 13,7 milliards d'années. Alors ça, c'est rigolo. Je veux dire pourquoi c'est rigolo. Parce que c'est la non-question par excellence. Mais pour l'expliquer, il faut prendre un petit peu de temps, parce qu'il faut comprendre un petit peu précisément ce que c'est que le temps. Les gens me demandent toujours, c'est quoi le temps? Je dis, c'est ce qu'on va prendre maintenant pour expliquer ce que c'est que le temps. C'est ça, le temps. Bon, on va commencer par le commencement, comme toujours. On va commencer par nos textes, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Et puis, on va essayer de voir un petit peu comment la science, aujourd'hui, décrit les choses. Bon, la science moderne dit que le monde a 13,7 milliards d'années. Nous, on dit qu'il a 5775 ans, qu'il a été créé en 6 jours. Donc, visiblement, il y a un écart un petit peu difficile à combler. Qui a raison, qui a tort, difficile à dire. Dans un premier temps, en tout cas. On va commencer par nos textes. On va poser un certain nombre de questions, des questions simples. Quand est-ce que les astres ont été créés? Vous savez que quand on parle de jour, on parle de révolution de la Terre autour d'elle-même. La Terre, elle tourne à 108 000 km/h sur son axe. D'accord? Inclinée à 23 degrés, elle tourne à 108 000 km/h. Bon, autour du Soleil. Elle a une période de rotation en environ 1871 km/h, environ. D'accord? Elle tourne sur elle-même, et ensuite elle tourne autour du Soleil. Pour qu'on puisse parler de journée, il faut donc qu'on puisse parler de rotation de la Terre sur elle-même. Mais cette rotation, elle est possible à cause de quoi? Quel phénomène qui fait que cette rotation est possible? Tout simplement parce que la Terre, elle est dans un ensemble, d'accord? Elle est en orbite autour du Soleil, et puis il y a une force, d'accord? Force de gravitation, etc., qui font que la Terre tourne. Donc il faut que la Terre soit inscrite dans un ensemble qui s'appelle l'ensemble, on va dire, du système solaire, déjà, pour commencer. Donc il faut un Soleil, il faut une Lune aussi autour. Il faut aussi qu'il y ait d'autres planètes, parce qu'il y a des interactions avec d'autres planètes. D'accord? Et puis ensuite, il faut que ces planètes elles-mêmes, elles interagissent avec d'autres systèmes. Il faut qu'il y ait une galaxie. Et puis cette galaxie, il faut qu'elle interagisse avec d'autres galaxies, avec l'univers. Donc nous sommes bien d'accord que, pour parler de jour, il faut donc que les astres aient été créés, ou en tout cas mis en place. On va suivre ici le commentaire de Rashi sur le début du chapitre 2, où Rashi nous dit qu'en fait, tout a été créé le premier jour. Bereshit bara Elokim et Hashem ve'et haaretz, dans le commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Beruach Elokim ha'chefet al penei hamaim, d'accord? Le souffle divin est là, présent sur les maïm. Alors tout le monde demande, Rashi le premier, elle a été créée quand cette eau-là, sur laquelle il y avait le Ruach Elokim? Bon, la traduction ne veut rien dire. Je vous rassure tout de suite, la traduction ne veut rien dire. J'utilise ici des repères communs. C'est juste pour vous montrer comment on réfléchit sur ce sujet. C'est dans le mot Shamaïm. Shamaïm, ça veut dire Sham Maïm. Là-bas, il y a de l'eau. C'est intéressant parce que les premières particules qui se sont formées dans le scénario du Big Bang, je vous renvoie au cours qu'on a fait sur le Big Bang, c'est des particules d'hydrogène. Hydrogène, c'est là-bas, il y aura de l'eau. Le Hesh, c'est de l'énergie. C'était une des premières choses qui s'est formée. La Terre, elle s'est formée. L'air, Ruach, il s'est formé. Les 4 éléments, ils sont présents dans le Bereshit. Dans le Bereshit, dans Sham, Maïm, Esh ou Maïm. Le feu, c'est du Esh, c'est de l'énergie, la traduction, c'est le feu, mais c'est de l'énergie, d'accord? Et en même temps, c'est de l'eau. Tous ces éléments, ils sont présents au départ. Ils sont encodés dans les mots, ou carrément présents donc dans les psukim. Mais ce qui est intéressant, c'est que les astres, eux, ont été mis en place quand? Le 4e jour. Donc comment est-ce qu'on peut parler des 6 jours de la création? C'est compliqué. En plus, jour dans la Torah, ça veut toujours dire 24 heures. Alors je vous rassure tout de suite, les gens qui vous disent « Non, vous savez, les 6 jours de trucs, c'est des périodes, c'est pas des périodes. » D'accord? Nos commentateurs, ils disent tous que les 6 jours de la création, c'est 6 fois 24 heures, point barre. Alors le problème qu'on a, on a déjà un premier problème de définition simple, c'est un problème de lecture des versets. Les astres sont mis en place le 4e jour. Sans les astres, c'est un désastre, quoi. Il n'y a rien, d'accord? Donc il y a 1er, 2e, 3e, 4e, on ne sait pas ce que c'est. Bon, ensuite, après, il y a les astres qui viennent le 4e. Alors 4e, 5e, 6e, on sait, 7e, on sait. Alors, il faut imaginer même que les durées de temps ne seraient pas les mêmes entre les 4 premiers jours et la suite. Alors, on y perd, c'est plus son latin qu'on perd, c'est plus son hébreu, on n'a plus de mots pour rien dire là. D'accord? Ça, c'est le premier point. Bon. Vous voyez que donc, on n'a pas besoin d'aller très loin pour commencer à questionner le texte. Alors, les questions que je vous pose ici, c'est les questions que nos commentateurs se sont posées. Hein. J'ai rien inventé ici, on va lire ce qu'ils racontent tout à l'heure. Je n'ai rien inventé. Nos commentateurs, ils ont lu le texte, nos mefarshim, nos commentateurs, ils lisent le texte, ils disent « Attends, je comprends pas, comment ça marche ?» Ils se sont tous posé la question de savoir comment ça marche, et ils y ont répondu, la question de savoir comment ça marche, le déroulé du temps, le déroulement du temps dans la création. Bon, ça c'est le premier point.
Deuxième point, Rosh Hashanah, le Nouvel An. Qu'est-ce qu'on fête au Nouvel An? La création du monde ou la création de l'homme? Alors je vous réponds immédiatement, nous fêtons la création de l'homme, pas la création du monde. Or, la Gemara dans Rosh Hashanah, à la page 8, laisse entendre, et il y a un long Tosfot qui l'explique, elle laisse entendre que la mise en place des systèmes que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle les tkufot, les mazalot, c'est-à-dire tous ces rythmes saisonniers qui rythment donc les saisons, qui rythment le rapprochement du soleil, l'éloignement du soleil, etc. Toute une série de bénédictions que nous devons réciter, toute une série d'ordonnancements du calendrier, tout ça s'est mis en place à la création de l'homme. Donc si on suit ce que cette Gemara-là, par exemple, implique, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a deux temps dans l'histoire de l'humanité. Il y a un temps qui précède la création de l'homme, et il y a un temps qui suit la création de l'homme. Bon, voilà. Là, je vous ai donné deux constats. À chaque fois que je fais ces cours, que ce soit sous forme de conférence ou sous forme, donc comme je le fais maintenant, d'explication, évidemment, on le fait sous forme d'explication rapide. Pas rentrer ici dans tous les détails de ces explications. Pour ça, il faut s'asseoir, il faut étudier le traité Rosh Hashanah, il faut rentrer dans un Beth Midrash, il faut petit à petit vaincre l'étape de la télé et d'Internet, aller s'asseoir, ouvrir des textes, voir comment ça fonctionne dans les mots et dans les textes. Mais en tout cas, c'est clair pour nos Mefarshim, il y a deux temps dans l'histoire de l'humanité. La Gemara dans Chagiga le dit également, d'accord? Il y a le temps de Shechet Yom Bereshit, et il y a le temps donc des 6 jours de la création, et il y a le temps le déroulé du temps depuis l'apparition de l'homme. Bon, mais nous-mêmes, on a posé une autre question. On a dit, attends, il y a 6 jours de la création, mais les ingrédients qui font qu'un jour est un jour ne marchent pas. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, maintenant, on va lire nos commentateurs. Le Ramban Nachmani dit, moi je vous rassure tout de suite, les 6 jours de la création, c'est 6 fois 24 heures. La référence des jours, c'est Shabbat. Le premier Shabbat de l'humanité, il y a 6 jours de création, après il y a Shabbat. Le Shabbat, il dure 24 heures. Donc les 6 jours qui avant aussi, ils durent 24 heures. Mais, il y a un mais. Premier couac, pas chronologiquement, mais si vous voulez, au niveau conceptuel, prenez par exemple Rabbi Nechunya ben Akana. Il dit attention, il faut faire attention parce que c'est pas marqué que Dieu a créé le monde en 6 jours. Qui Shechet Yamim Asa Hashem. Hashem a créé 6 jours. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il a créé 6 unités de temps. Il y a ici déjà une petite précision qui doit nous interpeller. Vous savez que le langage de nos sages, le langage du Talmud, le langage de la Torah, c'est un langage avec des mots comptés. Chaque mot a sa valeur. Nos chachamim, nos sages, ils ont une précision mathématique millimétrique dans leur langage. Le monde est créé, non pas en 6 jours, mais lorsque Dieu crée le monde, il crée 6 jours. Il crée 6 unités de temps. Alors ces unités de temps sont des unités de 24 heures, mais ce sont des unités de temps qui, en quelque sorte, comme le dit le Mirtav Meliaou, qui est un commentateur moderne, Rav Eliaou Dessler, il est décédé dans les années 50 de ce siècle, d'accord, je vous cite des auteurs modernes, mais comme le dit exactement Nachmanide, ce sont des unités de 24 heures, mais ce sont des unités qui ont leur force propre, leur dynamique propre. Bon. Ensuite, après, je me tourne vers d'autres commentateurs. Alors, je prends par exemple Sforno. Sforno, c'est un rabbin qui a vécu il y a 5 siècles environ. Sforno, dans le commentaire du chapitre, du verset 5, Bereshit, verset 5, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaikra Elokim laor yom. Hachem va appeler la lumière jour. Ça, c'est intéressant. Comment ça se fait qu'on appelle la lumière jour? Le jour où Hachem a créé les animaux, il n'a pas dit j'ai appelé les animaux jour. Hachem crée la lumière, et cette création qui s'appelle la lumière, il l'appelle jour. Ça veut dire, à partir de l'observation de la lumière, on pourra plus tard déduire ce qu'est le fonctionnement du temps. C'est une parenthèse, on va revenir après dessus. Regardez ce que dit Sforno qui vit il y a 5 siècles. Afalpi shelo az azman aor ve'achosher mitneg aloto ofen shemitneg etzlenu azman. Je vous le dis en hébreu directement, comme ça vous l'avez entendu au moins une fois dans votre vie, pour ceux qui l'auront entendu pour la première et la dernière fois, vous avez entendu que ce n'est pas moi qui le sors. Sforno, c'est un rabbin qui a vécu il y a 5 siècles. Il dit, comment ça se fait donc que Hachem a appelé le premier jour jour? La lumière, il l'a appelé jour. Pourquoi il a appelé ça le jour? Afalpi, bien que, c'est quoi bien que? Quand on commence une phrase par bien que, c'est-à-dire qu'on avait une question avant. Bien que, c'est quoi bien que? Bien que, ça veut dire, mais c'est pas un jour ça. Ça peut pas être un jour. Ça veut rien dire. Bien que, Shelo Aya Azman Aor Vachosher Mitneg Aloto Ofen Shemitneg, bien que le temps de se comporter mal comme il comporte pour nous aujourd'hui. Shanu Korim Oto Ata Beshem Yom ou Beshem Laila. Nous on appelle ça aujourd'hui jour et nuit.
Mais lui, Hachem, il appelle ça jour et nuit et durée de 24 heures et journée, bien que le temps ne se comportait pas comme il se comporte pour nous. C'était il y a 5 siècles, ça. Ramban, avant lui, le dit également. Le jour, il y a eu le yesh, la matière, le zman est apparu. Bien que notre temps, il dit là-bas, c'est un temps qui est en regaim veshaot, c'est-à-dire en minutes, en temps, les nôtres, eh bien, ça s'appelle quand même du Zman. Sous-entendu, bien qu'en quelque sorte, cet écoulement de temps soit pas comme le nôtre. Rabbeinu Bechaye, son élève également le dit. Il dit, alors lui, il est encore plus précis. Il dit, ce premier jour, il correspond à des milliers d'années. She'en Cheker. Il ne repose pas sur notre logique, on va dire ça comme ça. Alors c'est extraordinaire. Voilà des gens qui ont vécu au XIIIe siècle, au XVe siècle, et qui viennent et qui nous disent, sachez une chose, les 6 jours de la création sont des jours de 24 heures. Mais le temps ne se comportait pas comme il se comporte pour nous aujourd'hui. Donc c'est pas 24 heures. Enfin, il faut savoir, c'est 24 heures, c'est pas 24 heures. Monsieur les rabbins, vous pouvez m'expliquer parce que j'ai pas compris là. D'accord? Ça veut dire, c'est à la fois 24 heures et pas 24 heures. Étonnant, non? Bon. Alors à ce stade, je vous sens un petit peu perplexe. Alors on va faire un petit saut par la science moderne, parce que c'est la manière la plus simple pour nous aujourd'hui, avec nos repères d'aujourd'hui, d'expliquer les choses. Mais on devra aussi répondre à une autre question après. C'est que ces gens-là, ils ont parlé 5 siècles avant Einstein, 8 siècles avant Einstein, donc ils peuvent s'expliquer sans Einstein. On va expliquer avec Einstein, mais avant d'expliquer la relativité, on va faire une petite pause. Il faut savoir que la relativité du temps, elle existe dans les repères galiléens, ce qu'on appelle la physique galiléenne. D'accord? Donc ça veut dire bien avant Einstein. Simplement, entre l'époque de Galilée et nous, enfin concomitamment dans toute cette époque-là du XVIe siècle, du XVIIe siècle, passe un homme qui s'appelle Newton. Bon, Newton, lui, c'est un peu l'arrière-grand-père de la physique moderne. Lui, il dit le temps, il est uniforme. Il s'écoule dans ses principes mathématiques. Il dit le temps s'écoule de manière uniforme. Donc, si vous voulez, ça fait quand même l'objet d'une discussion chez les scientifiques. Cette idée de la relativité. En tout cas, pour les arrière-grands-pères de la physique moderne, c'était l'objet d'une discussion. Et pendant longtemps, on a tenu sur les principes de Newton, à savoir que le temps s'écoulait de manière uniforme. C'est Einstein qui est venu et qui a montré que ça ne marchait pas comme ça. Alors, c'est vrai que la relativité était présente, mais elle était pas présente avec la complexité et la manière dont Einstein l'a décrit, puis surtout, elle faisait l'objet d'une discussion. Donc, je referme la parenthèse. Nos méfarchim ici, eux, ils ne s'embarrassent pas de toutes ces précautions. Ils disent le temps, il est relatif. Une journée, ça peut être une journée de 24 heures dans laquelle le temps ne se comporte pas comme il se comporte aujourd'hui. Point barre. Et eux, ils le posent comme étant une évidence absolue. C'est-à-dire que chez eux, ce n'est pas sujet à une discussion. Donc, ils posent déjà que Newton s'est trompé. C'est clair. Alors regardez ce que dit Einstein. On va expliquer ce que c'est la relativité aujourd'hui, parce que la relativité aujourd'hui n'est pas une théorie, c'est une réalité. Comment ça marche la relativité? La manière la plus simple de le montrer, c'est le fameux paradoxe des jumeaux. Le paradoxe des jumeaux, c'est le paradoxe qui a été expliqué par Langevin. Langevin, c'était un élève d'Einstein. Et en 1911, il se rend à Bologne à un congrès de philosophes. Donc c'est comment un mathématicien va tenter d'expliquer... Comment expliquer les mathématiques à des philosophes? Alors, il va utiliser une image, il va dire, admettons qu'on prenne 2 jumeaux, pantoufle et bougeotte. Pantoufle, comme son nom l'indique, est pantouflard, il ne bouge pas, d'accord? Et bougeotte, il bouge. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec bougeotte? On le met dans une fusée qui va voyager à 90% de la vitesse de la lumière. Bon, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s, et on va le faire voyager à 270 000 km/s, avec une montre comme celle-ci. D'accord? C'est une montre, comme là, qui tourne pendant 24 heures. 270 000 km/h. D'accord? Il voyage, il revient. Donc, bougeotte monte dans cette fusée, il voyage 24 heures, et là, il s'écoule 24 heures dans sa montre. Quand il revient sur Terre, son frère, Pantoufle, il a déjà pris 50 ans d'avance. Difficile à comprendre, hein? Je vous sens un peu perplexe. Quand je l'explique, en général, je me heurte à une perplexité totale, comme si c'était une découverte. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit avec ça, le GPS. Le grand patron spirituel, c'est le GPS, ce qui nous guide là pour avancer dans la vie, d'accord? Pour savoir où on va, il tient compte de la relativité. Tapez sur Internet GPS et relativité, vous allez voir qu'il y a un petit différentiel entre les satellites qui tournent à 20 000 km et nous, là, sur Terre. Il y a un petit différentiel dans la transmission de l'information, dans la vitesse de transmission de l'information. Donc, si on ne tenait pas compte de s'il n'y avait pas un petit correctif qui tenait compte de la relativité précisément, notre GPS nous indiquerait toujours notre position 200 ou 300 mètres en avant ou en retard. Ça dépendrait, d'accord? Donc, aujourd'hui, la relativité, c'est une réalité. Si vous envoyez un copain sur Andromède, bon, c'est pas gentil, comme je dis à chaque fois que je donne cet exemple, parce qu'il va s'ennuyer. Mais admettons que vous envoyez un copain sur Andromède. Alors, il va être sur Andromède. Bon, vous lui téléphonez, il dit, écoute, Marlouf, allume maintenant la torche que je t'ai donnée, là, la torche de
le panace, là, comment on appelle ça, la lampe de ton portable, allume-la pendant 1 heure. Alors vous l'observez avec un radiotélescope, et bien figurez-vous que vous allez la voir allumée pendant 7 heures. C'est qu'il faut bien comprendre une chose. Alors, quand j'explique ça à des élèves, ils me disent « je ne comprends pas, comment ça marche ?» Ben, imaginez maintenant qu'on puisse tendre une corde de Andromède jusqu'à nous. La corde, vous la bougez pendant 1 heure. Ouais. Mais vous, quand vous regarderez cet ami en train de regarder cette horloge, vous la verrez allumer 7 heures. À partir de quoi on donne l'âge de l'univers de 13,7 milliards d'années? Ça n'a rien à voir tout ça avec la datation et les ossements qu'on sort de terre et tout ça. Ça, c'est de la foutaise. C'est la théorie de l'évolution. Ça, c'est les conséquences néfastes de la théorie de l'évolution. On en parlera une autre fois dans un cours consacré à la théorie de l'évolution. La foutaise la plus totale, la plus grande plaisanterie de la Terre s'appelle la datation des ossements. Les ossements, ils méritent très bien leur nom. Ces ossements, c'est quand l'ossement, effectivement, l'ossement qui raconte n'importe quoi, on lui fait raconter ce qu'on veut. L'âge de l'univers, on le donne à partir d'informations électromagnétiques qui circulent dans l'univers. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui, ces informations, pardon, avant de continuer, les informations, elles se traduisent en termes de chaleur. L'âge de l'univers, on l'analyse à partir de la chaleur qui circule dans l'univers. C'est-à-dire que quand on analyse les rayonnements électromagnétiques qui se promènent dans l'univers, qu'on arrive à les capter, à les analyser, eh ben, on donne un âge à l'univers. Quand on arrive à mesurer les différentiels de chaleur qu'il y a dans l'univers, on peut donner un âge. Ah, mais cet âge, il est tout à fait relatif, entre guillemets. Il faut expliquer cette forme, parce que quand on dit que c'est relatif, ça ne veut pas dire que tout est relatif. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Aujourd'hui, quand on est sur Terre et qu'on analyse les rayonnements électromagnétiques qui circulent dans l'espace, les traces de chaleur, lumière ou autres, etc., on dit le monde a 13,7 milliards d'années. Mais il faut ajouter la fin de la phrase. Cet âge-là n'a de valeur que lorsqu'on examine et on regarde ces rayonnements électromagnétiques à partir de la Terre. Mais si maintenant je montais dans l'espace et j'attrapais un photon, petite particule de lumière, je dis « Monsieur Photon, venez ici, voilà, j'attrape le photon, ne bougez pas, voilà, il s'arrête, si c'était possible. » Je monte sur ses épaules et je voyage avec le photon à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Je lui demande « Monsieur Photon, quel âge vous avez ?» Chez lui, le photon, il voyage à la vitesse de la lumière, l'écoulement de son temps n'est pas le même. Physiquement, c'est ça que la théorie de la relativité nous a enseigné. C'est l'écoulement physique du temps. C'est-à-dire cette aiguille-là qui tourne, elle ne tournera pas à la même vitesse selon la vitesse à laquelle je me déplace. Les conditions de densité énergie-matière et les vitesses à laquelle je me déplace font que le temps s'écoule physiquement de manière différente. À l'heure où je vous parle, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse sur les pôles et sur l'équateur. En haut de la tour de Montparnasse, en bas de la tour de Montparnasse, en haut de la tour Eiffel, en bas de la tour Eiffel. Alors tout ça, c'est des différences de quelques nanomicrosecondes. Mais c'est des différences, elles existent, on les connaît, on les mesure. Il y a eu une expérience qui a été faite en 1971, où on a embarqué des horloges réglées au césium dans un avion, on a fait tourner l'avion, on l'a ramené à terre, et on s'est rendu compte, quand on a comparé l'écoulement du temps donc dans ces horloges-là et l'écoulement du temps pour les horloges qui étaient réglées au sol, qu'il y avait une différence entre les deux. Ce que la théorie de la relativité nous a enseigné, c'est que le temps physique ne s'écoule pas de la même manière selon les conditions de densité énergie-matière et la vitesse à laquelle je me déplace. Ça, c'est une donnée aujourd'hui. Ça, c'est un. Et puis deux, il faut aussi comprendre ça. C'est que le temps ne peut pas être autre chose que absolu dans un certain repère, mais relatif par rapport à d'autres repères. Il faut comprendre comme ça. Hachem, Ishtabar Shemolat, crée l'univers. Voilà, c'est une boîte. À l'intérieur de ces boîtes, des milliards d'objets se déplacent en tous sens, en tout lieu, à toute vitesse, dans des conditions de densité énergie-matière différentes à chaque fois. Il est évident que chacun a un perçu de son histoire, si c'était possible, si on pouvait interroger un trou noir. Le trou noir, c'est les endroits dans lesquels les forces de gravitation très importantes, ça absorbe tout, même les particules de lumière. C'est ça qu'on appelle trou noir. En fait, on ne sait pas trop les définir, mais admettons pour l'instant que ça soit ça. Eh bien, si on pouvait dire à monsieur Trou Noir quel âge vous avez, il dirait, mais c'est quoi un âge? C'est quoi le temps? Voilà ce que la physique nous enseigne aujourd'hui. Donc quand on dit aujourd'hui que le monde a 13,7 milliards d'années, il faut ajouter la fin de la phrase. Ce chiffre n'a de valeur que si j'observe les rayonnements électromagnétiques ou les photons, ou les particules de lumière, ou tout ce que vous voulez, ou toute trace de chaleur à partir de la Terre. Mais si je monte dans l'espace et je me mets sur les épaules, si c'était possible, évidemment, c'est une image, j'image les choses pour donner une compréhension qui soit plus proche de notre intuition. Si on pouvait en montrer, on donnerait un autre âge à l'univers, parce que notre temps s'écoule différemment. Qu'est-ce qu'ils disent nos commentateurs ici, 5 siècles avant Einstein, à une époque où la relativité existait chez Galilée, mais où elle a été un peu plus tard éteinte par Newton. Enfin bon, tout ça, ils disent, mais le temps, il est relatif. Alors vous demandez au Mefarshim, c'est quoi, quel âge a l'univers? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez donner la réponse de la Torah. 5775 ans et 6 jours. C'est quoi 6 jours? C'est 6 fois 24 heures. C'est quoi 24 heures? C'est ce que vous voulez.
c'est QFD, c'est que Dieu veut le faire. C'est ce que vous voulez. Nos commentateurs, eux, nos Mefarshim, ce n'est pas des mathématiciens, ils ne sont pas là pour encoder des données, ça n'a aucune importance. J'ajoute même ici autre chose, c'est que même cet âge de l'univers, il est sujet à une grande rigolade. Parce que pour dire que le monde a 13,7 milliards d'années, il faut supposer qu'on connaît la chaleur initiale de l'univers, on connaît la chaleur, la température du ciel profond aujourd'hui. D'accord ? Donc on peut mesurer une décroissance, mais il faut supposer que cette décroissance a été constante, et il faut supposer également qu'on connaît cette chaleur initiale. 10 puissance 12. Mais admettons que ça soit 10 puissance 27 ou 10 puissance 32. L'âge qu'on donnerait à l'univers, étant donné que son point de départ serait plus élevé en termes de chaleur, la décroissance de la chaleur serait peut-être donc régulière, mais en fait, étant donné que pour mesurer la chaleur, pour mesurer l'âge de l'univers, on mesure cette décroissance de la chaleur, eh bien en partant d'une chaleur initiale qui serait plus élevée, on donnerait à l'univers 27 milliards d'années, 200 milliards d'années. Donc même cet âge-là, en vérité, c'est un âge relatif à ce qu'on suppose, j'ajoute la fin de la phrase, à ce qu'on suppose de la température initiale de l'univers. Alors aujourd'hui, on connaît la température de confinement du quark. Cette température-là, on la connaît, et donc on présume que ça a été ça, la température initiale, parce qu'on a supposé que les quarks étaient les premières particules qui se soient formées. Peut-être c'était des hadrons, peut-être c'était le boson de Higgs qui était là avant, peut-être c'était encore d'autres particules élémentaires. C'est pas clair encore cette histoire. Plus on avance dans l'observation de la matière aujourd'hui, plus la physique quantique, la physique moderne balaye complètement nos intuitions, et on est renvoyé à chaque fois à une redistribution des informations. Donc même le calcul qui consiste à trouver une équivalence entre les 6 jours et les 6 jours de la création et l'âge qu'a donné par la science, il est intéressant dans les repères qu'on connaît aujourd'hui, il est sympathique mathématiquement, on peut faire des calculs, c'est rigolo, mais il n'a pas de valeur. La seule chose qu'on sait par contre, c'est que le principe qui est posé aujourd'hui par la science moderne sur la relativité du temps, il est marqué chez nous. Là, ici, dans Sforno, chapitre 1, verset 5, il est marqué dans Ramban Nachmanide, chapitre 1, verset 4, et dans Rabbeinu Bechaye, chapitre 1, verset 1. Voilà 3 commentateurs qui ont vécu avant l'époque moderne et qui nous affirment que le monde, donc l'âge de l'univers, est un âge que l'on peut déterminer de manière, entre guillemets, relative. D'accord ? Donc là encore, la science moderne sur cette question-là, non seulement ne contredit pas la Torah, mais elle est même en retard. Parce que nos Chachamim, ils ont dit ça de manière claire et nette. Alors ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui vont chercher à faire une espèce de corrélation. Moi, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, encore une fois, les découvertes scientifiques, elles sont basées sur des intuitions. Les intuitions elles-mêmes, elles vont avec les systèmes logiques à l'intérieur desquels on réfléchit. Donc on est un petit peu prisonnier de ça. Mais pour peu que les moyens observationnels changent, les intuitions vont changer, les calculs vont changer, les points de départ vont changer. Donc on peut le faire pour rassurer tout le monde. Comme ça, on montre à tout le monde que vraiment nos chachamim, nos sages, n'étaient vraiment pas des idiots. D'accord ? Tout le monde va être content, tout le monde va bien comprendre que nos chachamim, ils avaient bien posé ces problèmes bien avant tout le monde. Mais on n'en a pas terminé pour autant. Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant quand Adam Harishon a été créé ? Adam Harishon, c'était un être de lumière, nous disent les commentateurs. C'est intéressant. La première chose qui est apparue dans le monde, c'est la lumière. Et comment est-ce qu'Einstein il est parvenu à l'intuition et à l'observation de la relativité du temps ? En analysant la lumière. Parce que la lumière, c'est une matière qui est à la fois pas de la matière, en même temps de la matière. Elle est à la fois corpusculaire, elle a des petits photons, des petits paquets de photons, et en même temps ondulatoire. Donc elle est à la fois dans certains repères physiques et en même temps dans d'autres repères physiques. Pour dire les choses trivialement, elle est dans certains repères physiques qui sont ceux des photons, des petits paquets de matière qui se déplacent, et encore, même ça c'est pas très clair, mais disons, posons-le comme ça, et dans d'autres repères, qui ne sont pas les repères, d'autres repères, c'est des repères qui échappent pour l'instant un petit peu à notre intuition. Et c'est comme ça qu'en analysant le premier passouk, les premières créations de la lumière, Sforno il dit, et le Ramban aussi, il dit attention, la lumière c'est autre chose, hein, c'est une autre affaire. On a appelé ça jour, bien qu'à ce moment-là, le temps ne se comportait pas comme il se comporte pour nous. Ils le disent les deux sur la lumière. Et c'est intéressant parce que la physique moderne, c'est à partir de l'observation de la lumière qu'elle a forgé la relativité du temps. C'était écrit avant, ça. À pas dire, c'est du hasard. Ils n'ont pas écrit ça pour faire plaisir à Science et Vie. Hein. Encore une fois, ça sort du texte. Voilà. Alors tout ça sort de la Kabbalah, parce que dans la Kabbalah, effectivement, t'expliques que le Big Bang,
il a eu lieu par un rayonnement lumineux, qui était spirituel au départ et qui petit à petit est devenu de plus en plus matériel, qui a donné notre monde. Mais effectivement, la base de notre univers, c'est la lumière. Si vous voyez ce que je veux dire. Et effectivement, au premier jour, lorsque l'homme a été créé, il y avait un homme, il y avait 1 heure à vivre, et il y avait une mitzvah à faire. Il ne devait pas manger de l'arbre du Etz Hadat. Mais ensuite, quand l'homme a fauté, il a introduit en quelque sorte l'ordre du désordre humain, et il a troublé cette lumière initiale, dont on peut parler au niveau spirituel en disant que cette lumière, Hachem il a vu, c'était l'évidence de la présence divine, mais dont on peut parler aussi dans sa traduction physique. Quand l'homme a fauté, il a rendu tout ça complètement matériel. Et effectivement, c'est le premier homme qui a fauté. Il va faire d'1 heure 6000 ans, puisque de la création de l'homme jusqu'au moment du Mashiach s'écoule 6000 ans. Il va faire de cette mitzvah-là 613 mitzvot, et de cet homme-là, des milliards d'individus qui devront réparer ce qui était contenu au départ. Effectivement, parce que dans la première heure, il se passe beaucoup plus de choses. Dans les 6 premiers jours, il se passe beaucoup plus de choses que ce qui se passe par la suite. Alors, dans un prochain cours, qu'on va appeler, et si on prenait le temps de parler du temps, on examinerait un peu ce que c'est le temps. Mais pour l'instant, qu'il nous suffise de poser ça déjà. Si on vous demande quel est l'âge de l'univers d'après la Torah, vous répondrez, en mon nom, s'il vous plaît, 5775 ans et 6 jours. Qu'est-ce que c'est 6 jours? C'est 6 fois 24 heures. C'est quoi 24 heures? C'est ce que vous voulez. Et c'est un principe qui tient sur la relativité. Mais c'est un principe que la science moderne a découvert, que maintenant il n'a validé que durant le XXe siècle, alors qu'il était posé de manière claire, nette et sans aucune discussion chez nos Chachamim, bien avant, comme étant une évidence absolue, le tout à partir du commentaire sur la lumière, chose que la science moderne va valider plus tard. Dans un prochain cours pour lequel je vous donne rendez-vous, on va voir ce que c'est que le temps. On va analyser ce que c'est que le temps. Là, on va aller dans un peu plus d'abstraction, mais vous le verrez, on va répondre à une question qui, j'en suis sûr, ne vous a pas échappé. Si on peut expliquer ces gens-là, si les Mefarshim, de commentateurs, ont écrit avant Einstein, c'est qu'on peut les expliquer sans Einstein. Et c'est ce qu'on va faire dans un prochain cours. À bientôt.